architecte. J'ai une formation architecte. J'ai eu mon diplôme en 1985 et je me suis tout de suite intéressé dans mes études sur le bâti ancien. J'ai fait des études en Sologne, déjà une restauration pour la maison de mes grands-parents. J'étais très jeune, je suis une famille du bâtiment, donc mon frère était compagnon tailleur de pierre, mon frère Philippe était chaudronnier, mon frère Jean-Pierre était béniste. Et il manquait qu'une seule personne, c'est quelqu'un qui travaillait le trait, donc c'était moi. Et dans notre famille, on était considéré comme le métier le moins intéressant, c'était celui de l'architecte. Mais voilà, c'est celui qui m'a... Et j'ai restauré très très tôt une maison en pan de bois, qui était la maison de ma grand-mère, à La Ferté-Saint-Thomas en Sologne. Et j'ai toujours senti que c'était dans cette voie que j'allais suivre, et ce type d'architecture, même si je trouve que le béton, l'architecture contemporaine, c'est des matériaux nobles aussi, mais qui ne sont pas faits pour les mêmes usages. Pour moi, l'architecture rurale, c'est un vivier, c'est une ressource d'abord. D'abord, c'est un enseignement. Comment, avec des matériaux très peu performants, on arrive à faire des constructions qui sont parfois millénaires. Et en même temps, en termes de posture sur l'architecture bioclimatique, sur le développement durable, que ce soit l'architecture traditionnelle, mais comme l'urbanisme traditionnel, c'est des architectures et des urbanismes qui sont très économes en matériaux, en surface, en terrain. Et je crois que c'est plutôt cette trajectoire qui m'intéresse. C'est une leçon sur l'appropriation des propriétaires sur leurs propres bâtiments. Dans le bâti ancien, on sait que pour qu'il dure, pour qu'il ait une certaine pérennité, il faut qu'il soit entretenu. Et cette notion d'entretien, elle est primordiale. Et aujourd'hui, avec ce mythe de la garantie décennale, c'est vraiment caricatural, on croit qu'une maison n'a pas besoin d'être entretenue et qu'on ne doit pas se l'approprier. Et si aujourd'hui on mettait le même soin dans l'entretien comme on le faisait dans l'architecture traditionnelle, on aurait des cadres de vie avec des maisons, des abords qui seraient d'une plus grande qualité architecturale et surtout d'une plus grande symbiose, une plus grande esthétique reconnue, partagée surtout. Je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de références pour qu'on puisse, en termes de méthode, en termes de posture, en termes de parti pris de projets contemporains, faire des choses intéressantes. C'est le marché, c'est le contexte socio-économique, c'est la valeur du foncier et qui empêche aujourd'hui d'avoir une vraie prise en main de la problématique de l'architecture et de l'urbanisme dans le monde rural. Alors, ça va peut-être en faire bondir, mais c'est une aberration dans une France à 36 000 communes d'avoir laissé le droit des sols aux sols communes. Parce que vous avez des communes, Stonza, qui est la troisième commune, c'est une commune de Corse, troisième commune en superficie de France, qui va depuis l'Alta Rocca en Corse jusqu'au bord de la mer. Ils sont je ne sais pas combien d'habitants et ils ont la responsabilité d'un patrimoine qui va au-delà que du patrimoine communal. C'est un patrimoine vu, c'est un patrimoine partagé. Et donc, il faudrait aussi partager cette responsabilité sur le droit des sols. La différence aujourd'hui entre un artisan dit traditionnel, c'est que pour construire sa boîte à outils de connaissances, il lui fallait 10 ans de travail. Un maçon, avant, il partait de la taille de la pierre jusqu'à la pose d'un rechampier au pinceau, un petit rinceau comme ça à la chaux colorée. Donc il avait une boîte à outils, un savoir-faire énorme. Aujourd'hui, un maçon, en 6-7 mois, il apprend à coffrer et à se servir d'un fil à plomb. Donc des artisans compétents, on en rencontre. Et ce qu'on essaye de faire, comme la discussion je vais présenter un peu tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir des formes de tutorat. Et quand on a un maçon qui est peu expérimenté mais qui veut apprendre, tout de suite, il faut se servir du projet sur lequel on travaille pour monter des formations. Quand on dit que le patrimoine, c'est une manière de réenchanter le quotidien, eh bien, quand vous voyez un artisan réapprendre à travailler la terre avec de la chaux grasse et de commencer à remonter des pierres avec, il y a quelque chose chez lui qui s'anime et après, ils sont en recherche. Et moi, j'ai des contacts des fois, il m'arrive le samedi
d'aller dresser un tableau d'une baie géminée dans une vieille église, parce que l'artisan est content que je le fasse avec lui, quoi. Mais c'est sûr que, comme tous ces travaux-là, ça nécessite du temps, de l'animation, donc de la disponibilité, du personnel et de l'argent. Il faudra être proche de ces réseaux-là d'artisans. Justement, sur ces architectures si particulières que sont ces patrimoines du quotidien, les élus de nos communes ne s'y retrouvent pas, ne comprennent pas quels sont les enjeux, et qu'en gros, si ça ne passe pas par la médiation d'un professionnel, qu'il soit architecte du patrimoine ou un architecte averti, ils ne sauront jamais faire les bons choix. Vous savez que sur les 36 000 communes, il y en a plus de 20 000 qui ont moins de 1500 habitants. Et le premier conseiller de ce maire ou du premier adjoint, c'est le maçon du coin, le charpentier local et tout ça. Donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est réglementation, c'est considéré d'abord comme une contrainte et un frein, mais pas comme un facteur de révélation de la qualité du patrimoine. C'est ce travail qu'on fait, nous, auprès d'eux, pour dire il y a certainement la contrainte, elle a sa justification, mais il faut le voir plutôt comme d'une manière positive, c'est que le patrimoine, c'est aussi une ressource sur la qualité d'un cadre de vie, sur un projet local, sur un projet territorial. Je les pousse vraiment à regarder ces patrimoines comme des ressources et non pas comme des sommes de contraintes.